Aujourd'hui, j'ai envie de t'emmener avec moi dans l'exploration d'un concept que j'ai découvert récemment et qui m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Ce concept, c'est celui des styles d'attachement. Pourquoi est-ce qu'on réagit d'une certaine façon dans nos relations? Pourquoi est-ce qu'on peut avoir besoin d'être toujours rassuré ou, au contraire, avoir tendance à prendre une certaine distance quand ça devient trop intense? On va essayer de comprendre tout ça et de se comprendre un peu mieux. Bienvenue dans ce podcast. Amoureusement vôtre, épisode 28, les différents styles d'attachement. Hello, j'espère que tu vas bien. Bon, il faut que je commence par un mea culpa. J'avoue, j'ai déconné. J'ai posté aucun épisode depuis 3 mois à peu près. Je suis désolée. Je vais pas m'étaler sur ma vie, je le fais déjà bien assez je pense sur ce podcast, mais entre mon déménagement, le travail, la vie perso et des petites vacances, j'ai besoin de me déconnecter un peu et ça fait du bien et je suis maintenant de retour. Et en vrai je suis trop contente, ça m'avait manqué, je suis même redevenue un peu timide parce que j'ai perdu l'habitude de parler dans ce micro, mais ça va le faire. Alors, pour revenir sur le thème de cet épisode, j'avoue que c'est quelque chose dont j'étais pas du tout familière, mais plusieurs abonnés m'ont écrit sur les réseaux à ce sujet, et j'ai surtout eu la chance d'être contactée par Mélissa, avec qui on a décidé de faire cet épisode et que je vais laisser se présenter tout de suite. Donc je suis Mélissa Coyette, psychologue clinicienne sur Paris. Je me suis spécialisée en psychologie, en psychotrauma, donc je travaille avec plusieurs outils, le MDR, l'ICV et les TCC. Et forcément la question psychotrauma qui peut être de plusieurs types, que ce soit abus, accident de voiture, mais aussi trauma dans l'enfance, de la maltraitance, de la négligence. Donc c'est des choses auxquelles je suis amenée à travailler au cabinet auprès de mes patients. Alors, je voulais préciser quand même que cet épisode sera assez pédagogique. Ça sera un peu différent, je pense, des autres épisodes qui sont plus en mode journal intime. Mais pour ce sujet, ça me semblait important de bien mettre les bases, de bien expliquer et de profiter des connaissances et compétences de Mélissa. Du coup, pour commencer, il faut partir du début et donc de l'attachement en général. Donc on a d'abord ce qu'est l'attachement. L'attachement, on va dire que c'est plutôt un système neurobiologique qui est inné chez l'humain. On a besoin d'être en lien, ça c'est quelque chose qui est naturel. Et qui va nous servir en fait de régulation émotionnelle. Donc par le lien, on va chercher la co-régulation de l'autre et donc ça se développe depuis tout bébé, dès les premiers jours de vie. Et maintenant, beaucoup d'études ont montré que les 1000 premiers jours de vie sont extrêmement importants dans cette manière de me mettre en lien et surtout dans le lien que j'aurai aux autres une fois ado, une fois adulte et une fois beaucoup plus âgé. Maintenant qu'on comprend un peu mieux ce que c'est, ce fameux attachement, comment il se construit, les premiers liens, etc., on va rentrer dans le vif du sujet, les différents styles d'attachement. Il en existe 4, chacun avec ses mécanismes, ses peurs, ses façons bien à lui d'aimer, de se protéger, de créer du lien, et je vais laisser Mélissa t'expliquer tout ça bien mieux que moi. C'est des formes d'attachement, donc c'est ma manière de me mettre en lien qui vont se développer en fonction de l'environnement dans lequel j'ai grandi. Donc du coup, à l'issue de l'enfance, de notre manière d'être en lien, on va développer 4 styles d'attachement. Un qu'on va appeler sécure et les autres qu'on va appeler insécure, des attachements anxieux. Et puis dans ces attachements insécures, on a 3 sous-types d'attachement qui sont l'attachement anxieux, l'attachement évitant et l'attachement désorganisé. Donc ce sont des manières d'être en lien, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Donc l'attachement sécure, c'est une personne qui, elle, va avoir grandi dans un environnement avec une présence, un système d'attachement, une figure d'attachement qui est plutôt stable. Quelqu'un, voilà, un parent qui a été co-régulant, à l'écoute de la demande de l'enfant. C'est un parent aussi qui souvent a pu s'adapter de manière adéquate à l'enfant sans être trop permissif. On connaît des parents qui sont très parents gâteaux, qui vont donner beaucoup, qui vont toujours être très présents pour l'enfant. Ça peut être contre-productif pour l'enfant parce que du coup, il peut apprendre à ne pas gérer la frustration. Il peut être beaucoup sur le besoin matériel plutôt que affectif. Donc ça, ce sont des choses qu'on retrouve pas chez le sécure. Chez le sécure, il a eu des parents qui étaient cadrants, mais aussi permissifs, vraiment dans une mesure adéquate.
des parents qui ont été sécurisants chez la personne sécure, et puis un enfant qui a pu s'exprimer dans ses émotions, dans ce qu'il était, dans ses besoins, à qui on a incité l'expression des besoins. Et du coup, la personne qui a un attachement sécure va être quelqu'un qui a confiance en soi et confiance en l'autre. Il n'y a pas cette notion de l'autre me manipule ou il faut que je me méfie. C'est quelqu'un aussi qui sait se réguler tout seul. Quand il est dérégulé, il arrive à se réguler, à être à l'écoute de ses émotions, de ses besoins. C'est quelqu'un qui arrive à exprimer aussi ses émotions, qui arrive à dire les choses, qui s'effondre pas quand il y a un désaccord ou quand quelque chose ne va pas dans son sens. C'est quelqu'un aussi qui a une bonne estime d'elle-même, qui sait pas forcément, sans tomber dans l'arrogance, mais qui sait ce qu'elle vaut, qui sait ce qu'elle apporte aussi dans la notion du couple. Et c'est quelqu'un qui a une disponibilité émotionnelle, l'attachement sécure. C'est quelqu'un qui va laisser un espace émotionnel à son partenaire, qui va être à l'écoute, qui va être compréhensif, qui va être aussi à l'aise avec la communication, qui n'a pas forcément peur de parler des sujets sensibles. Les évitants, c'est des personnes qui, eux, vont vraiment éviter la communication. Le sécure, non, pas du tout. Et c'est quelqu'un qui va être indépendant, mais aussi connecté. C'est-à-dire, c'est pas une personne en couple qui va être forcément toujours à faire sa vie tout seul, mais qui va être là avec le partenaire, mais aussi avec ses moments où il fait son sport, où il fait ses activités. C'est vraiment une régulation du lien à l'autre qui est plutôt stable, qui est plutôt fonctionnelle. C'est pas quelqu'un aussi qui va tester le lien, le sécure. C'est quelqu'un qui va être plutôt qui va vivre sa relation de manière harmonieuse, en ayant confiance en l'autre, qui va pas toujours avoir besoin de se rassurer ou au contraire de s'éloigner parce qu'il se sent étouffé. Donc ça, c'est vraiment un attachement qui crée beaucoup de paix dans la relation de couple. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'attachement anxieux, ou qui est aussi appelé ambivalent. Et l'attachement anxieux, c'est vraiment cette peur de l'abandon. C'est vraiment ce besoin constant d'être rassuré. Ce sont des personnes qui sont toujours hyper activées dans leur système d'attachement. Ils ont toujours besoin d'être en lien, toujours besoin d'être rassurés. C'est ce que je dis à mes patients, c'est des puits sans fond d'attachement. On a beau les rassurer, les réconforter tout le temps, c'est jamais assez, c'est jamais suffisant pour l'attachement anxieux. Et donc, c'est une recherche constante d'être rassuré, cette peur du rejet. Et donc, c'est des personnes qui, en couple, vont envoyer beaucoup de messages, vont être complètement activées dès que l'autre répond pas, ou dès qu'il y a, je sais pas moi, une fatigabilité chez le partenaire. Un jour, mon conjoint rentre, il est fatigué, et ben tout de suite, hop, je vais avoir cette peur de l'abandon qui va s'activer. Et ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve chez l'attachant anxieux. Ensuite, on a l'attachant évitant. L'attachant évitant, ou ce qu'on peut appeler détaché, c'est beaucoup plus imagé. Lui, c'est un partenaire qui va plutôt être détaché émotionnellement. Enfin, c'est une personne qui va être autosuffisant dans son style d'attachement. C'est une personne qui a appris à grandir sans forcément être en lien. Et ça, souvent, ce sont des personnes qui, dans l'enfance, ont très peu reçu de réponses affectives, qui n'ont pas eu justement de co-régulation du système d'attachement, donc des parents ou du cercle familial, et donc qui ont appris en fait que l'émotion était une source de danger, donc la distance est plus sécure que être en lien. C'est vraiment l'inverse de l'anxieux. L'anxieux, c'est j'ai besoin d'être en lien, je me confronte toujours à ce lien à l'autre, alors que l'évitant, c'est vraiment plus je suis loin, plus je suis en sécurité. Et donc, c'est des fuites émotionnelles, c'est des personnes qui vont valoriser l'autonomie, qui vont toujours être en train de se dire, moi, je préfère être seule, ou je suis mieux tout seul, ou j'arrive mieux tout seul. Et c'est des personnes qui vont paraître très froides dans leur manière d'être, qui vont beaucoup se replier, et dès que le lien devient proche, ils fuient en courant. Et donc, c'est des personnes qui vraiment ont beaucoup de mal avec l'expression affective, le fait d'exprimer l'amour à l'autre. Et l'évitant aussi, lui, c'est quelqu'un qui va plutôt être dans des expressions amoureuses matérielles. Il va beaucoup être présent sur le plan matériel, alors que l'anxieux, lui, il est toujours en train de dire des mots d'amour, en train de rassurer son partenaire, d'être très affectueux, et peut-être un petit peu moins sur le versant matériel. Ensuite, on a le dernier style d'attachement, c'est ce qu'on appelle l'attachement désorganisé ou disorder attachment. C'est vraiment le mélange entre les deux. C'est vraiment l'anxieux et l'évitant dans une seule personne. Donc l'attachement disorder, l'attachement désorganisé, c'est un mélange entre la peur d'être en lien et l'envie d'être en lien.
Donc ça, souvent, ce sont des personnes qui ont des traumas d'attachement précoce terribles, hein, qui ont vécu des maltraitances, qui ont souvent des traumas d'omission où ils ont manqué, ou alors des traumas de commission où vraiment ils ont subi des choses qui n'avaient pas à subir dans leur jeune âge. Et donc, c'est des personnes qui vont vraiment être toujours dans un comportement contradictoire, hein, qui est très proche de ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont connu finalement. Des personnes qui ont des attachements désorganisés, faut vraiment s'imaginer que c'est vraiment cette question de ne pas être organisé, ne pas savoir sur quelle structure du lien me mettre. Ce sont par exemple des personnes qui, dans l'enfance, avaient un parent qui, à la maison, était complètement tyrannique, ne parlait jamais à table, communiquait que pour rabaisser ou dans la violence, mais par contre, en dehors, socialement, me valorisait. Donc, j'étais un enfant à la maison qui était complètement ignoré par mon père, par exemple, et dehors, mon enfant, c'est le plus beau, c'est le meilleur, et donc, en tant qu'enfant, je ne sais jamais comment aborder ce lien parce que mon père m'aime dehors, mais il ne m'aime pas dedans. Du coup, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que le lien? Et donc, c'est des personnes qui n'arrivent vraiment pas à s'organiser sur cette question de l'attachement. Ce sont des personnes qui vont avoir des fortes intensités, donc qui vont vouloir être en lien, qui vont vouloir être rassurées beaucoup, et d'un coup, boum, sans forcément savoir pourquoi, et d'un coup, ils ont besoin de distance, et on pourrait même penser qu'ils s'en fichent ou qu'il n'y a pas d'affection entre lui et le partenaire. Donc l'attachement sécure, on est à peu près sur un des styles d'attachement les plus présents, hein, c'est ce que les études révèlent. Donc l'attachement sécure, on pense que c'est à peu près entre 50 et 60% de la population. L'attachement anxieux et évitant, on est à peu près sur le même palier, donc c'est plutôt 15-20% de la population. Et l'attachement désorganisé, on est entre 5 et 10%. Mais des études récentes ont montré que de plus en plus l'attachement évitant évoluait, mais aussi parce que nos sociétés deviennent de plus en plus évitantes. Hein. La question du lien, la question de l'émotionnel devient un petit peu plus difficile aujourd'hui dans nos sociétés. On vit beaucoup plus en indépendance finalement, on vit beaucoup moins en village, on vit beaucoup moins en lien, on est beaucoup plus seul dans nos appartements, dans nos structures familiales. Pendant la préparation de cet épisode et pendant notre échange avec Mélissa, je me suis demandé du coup quel était mon style d'attachement. Et instinctivement, je dirais que je me reconnais plutôt dans l'attachement sécure. J'ai eu la chance de grandir dans une famille aimante, avec des parents qui s'aiment et qui n'ont jamais eu peur de le montrer, que ce soit entre eux ou envers mon frère et moi. Les émotions, les sentiments, c'est jamais quelque chose qui a été tabou chez moi. J'ai toujours eu cette sécurité affective, ce filet invisible qui fait qu'on se sent aimé, soutenu, écouté. Et franchement, je mesure la chance que j'ai. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, en écoutant Mélissa décrire les autres styles, notamment l'attachement anxieux et évitant, il y a des choses qui m'ont quand même parlé et dans lesquelles je me suis reconnue. Surtout ces 3-4 dernières années, avec certaines relations que j'ai pu vivre, j'ai beaucoup douté, j'ai cherché plus de réassurance, j'ai eu peur d'être trop, ou au contraire, je me suis renfermée un peu quand ça devenait trop intense. Alors forcément, ça m'a fait me questionner. Est-ce que notre style d'attachement de base est figé une bonne fois pour toutes ou est-ce qu'il peut être amené à évoluer ? On peut, par exemple, dans le cercle amical, avoir un attachement plutôt sécure, mais par contre, dans le cercle amoureux, là, être dans un attachement anxieux ou évitant, on peut passer de l'un à l'autre, d'un style d'attachement à l'autre, ça c'est complètement possible et c'est même la plupart des gens font ça. Hein. Même les sécures peuvent avoir des situations aversives dans la vie. Hein. Parfois, on va rencontrer des situations dans notre vie qui arrivent comme ça dans la vie. Et ça peut venir déstabiliser mon système d'attachement. Et du coup, d'un coup, hop, je bascule en style d'attachement anxieux ou en style d'attachement plutôt évitant. Donc oui, on peut en fonction déjà de l'âge qu'on a aussi parfois être beaucoup plus dans un type d'attachement ou un autre, mais on peut basculer en effet d'un style d'attachement à un autre. Ça c'est même un fonctionnement qui se retrouve chez à peu près tout le monde. Pour continuer sur mon exemple perso, comme je le disais, même si de base je pense avoir un attachement plutôt sécure, je me rends compte que les relations que j'ai vécues ces dernières années ont quand même pas mal bousculé ma façon de voir l'amour, et forcément ça a fini par impacter la façon dont je me comporte dans une relation, ou même dès les premières étapes quand je rencontre quelqu'un.
Typiquement, dans ma dernière relation longue, celle d'il y a 3 ans, dont j'ai déjà un peu parlé ici, on n'avait pas du tout la même manière d'exprimer notre amour. Mon ex n'était pas très démonstratif, ni dans les gestes, ni forcément dans les paroles. Il était très indépendant, si je peux dire ça. À en arriver même à rejeter, repousser mon affection, mes câlins, etc. Et ça, inconsciemment, ça m'a fait douter, je pense, et je suis devenue l'inverse de lui, c'est-à-dire très en demande. J'avais besoin d'être rassurée, de sentir que j'étais aimée, désirée, importante. Et aujourd'hui encore, je vois que ce comportement-là, il est un peu resté. Je sais que quand je vais rencontrer quelqu'un, je vais un peu encore avoir ce besoin d'être rassurée, de ressentir que la personne en face est vraiment intéressée, qu'il me montre que je lui plais. Mais en même temps, c'est hyper paradoxal parce que depuis cette relation-là, j'ai connu des histoires beaucoup plus floues avec des gars qui voulaient pas s'engager, qui ghostaient ou qui prenaient la fuite pile au moment où je commençais à m'ouvrir, à me montrer un peu plus vulnérable. Et à force, je pense que j'ai développé une sorte de carapace. Un ego en vrai nul, mais qui est là pour me protéger et qui me fait basculer dans quelque chose de plus évitant. Je le vois que par réflexe je vais faire la meuf, faire comme si je m'en foutais, comme si rien ne m'atteignait, comme si j'avais un énorme ego alors que c'est totalement que de surface, mais c'est une protection pour ne pas être à nouveau touchée ou déçue. Du coup, comme je disais, c'est contradictoire parce que mon style d'attachement de base, sécure, garde toujours le dessus, je crois toujours en l'amour, j'ai pas de honte ou de problème à ressentir, j'ai envie de le montrer quand je ressens quelque chose, mais en même temps, je vais quand même vachement avoir besoin d'être rassurée, et si c'est pas le cas, je vais me protéger et être distante et évitante. Bon. Du coup, connaître son style d'attachement, c'est pas juste mettre une étiquette sur un comportement ou trouver une excuse à nos réactions. C'est, je pense, un vrai outil pour mieux se connaître, mieux se comprendre en amour. Comprendre pourquoi parfois on se sent submergé, pourquoi on a besoin d'être rassuré ou au contraire pourquoi on prend de la distance. Et surtout, c'est une façon de tendre vers des relations qui nous ressemblent vraiment, de poser des bases plus solides, plus conscientes. Parce qu'une fois qu'on comprend nos propres mécanismes, on peut aussi apprendre à mieux communiquer avec l'autre, à construire quelque chose de plus serein, de plus aligné. Mais du coup, comment on fait pour savoir vraiment dans quel style d'attachement on se situe ? Comment on peut faire ce travail d'introspection-là ? Déjà, je trouve que se questionner sur quelle personne j'ai tendance à attirer. Il y a une notion qui est très intéressante dans le lien à l'autre et que je découvre moi-même en tant que jeune femme et psychologue. C'est vraiment que, au final, on a aussi nous-mêmes des empreintes. On va être attiré par des personnes qui vont résonner certainement dans un état de sécurité. Je m'explique parce que c'est un peu technique. Mais en gros, ce que j'observe, c'est que on est attiré en fait par des profils, on est attiré par des personnes et ces personnes-là, souvent, quand on a une attirance qui est énorme pour ces personnes-là, c'est souvent parce que ces personnes-là renvoient chez nous un ancrage qui est une grande source de sécurité pour soi. Du coup, on va forcément être attiré par des personnes et répéter les schémas. Alors parfois, ce qui est intéressant dans le fait de comprendre son style d'attachement, déjà, c'est de se dire, ok, quel type de personne j'attire ? Est-ce que j'attire toujours les mecs qui sont indisponibles ? Est-ce que j'attire toujours les mecs qui, au contraire, sont des vrais bad boys, hyper socialement adaptés? Est-ce qu'au contraire j'attire les garçons qui sont plutôt discrets, qui sont plutôt un petit peu timides, etc. Ou est-ce que j'attire le mec qui est plus visiblement me valorise, me sécurise? Déjà toutes ces questions-là, c'est important de se les poser et de se les poser tôt pour éviter de vivre des situations aversives amoureuses à répétition, mais c'est bien aussi de les traverser, c'est bien aussi de les vivre parce que c'est en traversant justement ces échecs amoureux qu'on apprend à se connaître. Et donc, connaître son style d'attachement, c'est aussi se demander comment je réagis, moi, par exemple, face au silence, face au conflit, face à l'intimité, face à l'exploration du monde sans l'autre ou avec l'autre. Et toutes ces petites questions-là, c'est des choses qu'on peut se poser en couple ou pas en couple. Et ça peut être des premiers signes, en gros, de mon style d'attachement. Au-delà de mieux se connaître soi, c'est aussi important de chercher à comprendre le style d'attachement de l'autre. Parce que ça permet de décoder certains comportements, de mieux cerner ce qui se joue dans la relation, de voir si c'est quelque chose qui peut nous convenir, ou au contraire, si ça risque de réactiver nos blessures, nos peurs, et de nous faire plus de mal que de bien.
Et c'est même en vrai un réflexe à avoir dès le début, même au stade du dating. Essayer de repérer, pas forcément pour analyser l'autre, mais pour être plus lucide. Parce que sinon on peut facilement, comme ça m'est arrivé plein de fois, se lancer à fond dans une relation qui, en réalité, n'est pas faite pour nous. Absolument. Et ce qui est assez intéressant, après, ça c'est peut-être aussi un travail que nous les psys, on a tendance à faire de par notre métier et auquel on est plus sensible, mais tu essaieras, Nayeli, de voir quand tu te mets en lien, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, essaye de voir ce que cette personne te renvoie, la résonance. Essaye de voir ce qu'elle te renvoie. Et souvent, ce qu'elle te renvoie, c'est son style d'attachement. Par exemple, tu vas rencontrer quelqu'un qui va, je sais pas moi, dans sa posture ou dans sa manière d'être, te paraître à distance de toi. Et bien souvent, si tu ressens cette distance, c'est des petites antennes, et ces petites antennes, souvent, elles connectent et elles te disent un petit peu quel est le style d'attachement de l'autre. Et ça, c'est assez rigolo de le développer et d'être sensible à ça, parce que déjà, dans la rencontre à l'autre, on peut comprendre beaucoup de choses. Comment s'est fait la rencontre? Est-ce qu'elle s'est fait sur une appli de rencontre? Est-ce qu'elle s'est fait en soirée? Est-ce qu'elle s'est fait par intermédiaire d'un ami, d'un proche ou d'un événement d'un événement récent? Donc déjà la rencontre. Faut aller à la rencontre. Comment s'est passée la rencontre? Comment se sont passés les premiers échanges? Est-ce que c'était des échanges plutôt brefs, plutôt intéressés, plutôt avec une posture un peu gentleman ou une posture un petit peu plus immature dans sa manière de communiquer? Donc déjà tout ça, ce sont des informations importantes à venir questionner. Ensuite, il y a la rencontre réelle, en face to face, vraiment la rencontre des deux personnes qui viennent de se voir pour la première fois. Et dans la rencontre aussi, on peut observer plein de choses. On peut observer sa manière de regarder. Est-ce que c'est une personne qui a l'air de regarder plutôt autour d'elle ou au contraire centrée sur moi? Est-ce que c'est une personne qui parle beaucoup d'elle ou qui va beaucoup parler de sa famille, de ses parents, de tout ça? Donc tout ça aussi, ça peut être des petits précurseurs qui nous disent est-ce que cette personne me semble plutôt anxieuse ou plutôt évitante? L'évitant, lui, il va parler beaucoup de choses en dehors du lien business, il va parler beaucoup de choses un petit peu moins en lien avec l'émotionnel. Et souvent, ce qui est vraiment le plus important, c'est de s'écouter soi. Ça c'est primordial. C'est-à-dire que quand je suis à la rencontre de l'autre, je résonne avec sa corde. C'est vraiment deux guitares qui vont se rencontrer et j'écoute sa corde et est-ce que sa corde vient résonner avec la mienne? Et si ça résonne, c'est bon signe. Si ça résonne pas, alors il faut que je m'écoute et que moi j'essaye de développer un petit peu plus mes antennes et que je sache si finalement c'est une personne qui me correspond, pourquoi je suis pas à l'aise avec elle, quelles ont été les petites remarques qui auraient pu me montrer que tout ça manque d'immaturité ou manque de stabilité émotionnelle. Donc toutes ces petites choses-là sont importantes à entendre et à écouter. Et puis, il y a aussi le corps. Notre corps nous parle. Quand on rencontre quelqu'un, notre corps nous parle. Est-ce que c'est de l'attirance physique? Est-ce que c'est une rencontre du genre waouh, ce que les Américains appellent le trauma bond? C'est ce truc waouh, d'un coup, boum, c'est explosif. C'est comme si cette personne, je la connaissais toute ma vie finalement, et c'est une évidence. Et elle est là face à moi, et ça y est, tout s'éclaire. Et là, c'est ce que je disais. On part souvent sur quand la rencontre est explosive, souvent, c'est parce que y a justement cette empreinte précoce. Si dans la rencontre, je vois que d'un coup, boum, mon corps entier explose et que je ressens beaucoup de choses et que je suis absolument éblouie par cette personne, je ne vois qu'elle, et là, faut faire attention. Souvent, on a tendance à valoriser ça, c'est quelque chose qui est très bien vu dans le milieu du cinéma parce que ça fait des très belles scènes, mais il faut se méfier de ce genre de choses-là parce que souvent ce sont des traumas, ce sont deux systèmes nerveux traumatisés qui se rencontrent. Et donc deux systèmes nerveux qui ont besoin d'une corrégulation et là d'un coup, boum, ça y est, je viens de trouver mon corrégulateur parfait. Mais dans cette corrégulation, va y avoir de la souffrance, va y avoir des carences qui vont se réveiller parce que le lien amoureux, c'est le lieu où on expérimente nos plus grosses failles, nos plus grandes souffrances. Et donc, si on est face à cette personne que j'attendais toute ma vie qui enfin va me réguler, sans lui, je n'existe plus. Et finalement, est-ce que ça, c'est une rencontre saine? Je ne pense pas. Par contre, la rencontre qui va être un petit peu plus platonique,
où on va se dire oh ouais pourquoi pas, je sais pas. Ben là, je conseillerais de continuer de creuser et de voir, parce que là on va parler plutôt d'attachement, d'un lien d'attachement et non pas de l'amour. Il y a vraiment une différence entre cette question d'amour où je tombe sous ce charme, sous cette âme que j'ai l'impression d'avoir toujours connue, et l'attachement où ça va être une expérience, puis deux, puis trois, puis un lien qui va se créer, puis une complicité, puis un partage de plusieurs choses. Et là, pour moi, c'est un petit peu plus sain et il faut creuser dans ces trucs-là qui paraissent un petit peu plus platoniques et qui sont certes moins valorisés socialement, ou du moins on entend moins parler de cette rencontre un peu ouais, bon, bof. Mais finalement, c'est ce qui va faire peut-être les couples les plus stables et les plus heureux. Donc vraiment, si j'ai un conseil à donner, c'est de s'écouter, écouter son corps. Le corps, c'est vraiment notre habitat et c'est vraiment, il sait quoi, il connecte, il arrive à voir si c'est bon, si c'est pas bon, si c'est dangereux, si c'est pas dangereux. Quand on se sent parfaitement en sécurité avec quelqu'un, on a l'impression que c'est ok, que j'ai même pas besoin de réfléchir, que c'est fluide, qu'il y a pas de, ça c'est bon signe. Mais quand on sent que c'est bourré d'excitation, que ça vibre dans tous les sens, qu'il y a plein de choses, là, il faut faire attention. Alors, ce qui est hyper rassurant et ce qui est à garder en tête, c'est que ton style d'attachement n'est pas une prison dans laquelle tu es condamné à rester. Si on est anxieux, par exemple, on n'est pas bloqué dans ce schéma. Un travail peut se faire et ça, c'est une bonne nouvelle. Pour moi, déjà, ce serait de se faire accompagner. Peu importe quel type de thérapeute, mais aujourd'hui, il y a des thérapies qui sur le plan de l'attachement, de la réparation de l'attachement, qui sont assez impressionnantes, notamment la thérapie ICV, Intégration Cycle Life. Moi, je vois au cabinet des résultats qui sont fabuleux. Même à chaque fois, même moi-même, je suis étonnée. C'est une thérapie aussi que j'ai fait sur moi, qui a très très bien fonctionné sur moi. Dont je suis encore en travail, parce que je pense qu'on en travaille toute sa vie sur la question de l'attachement et c'est bien de le savoir et c'est bien de ne pas avoir honte de dire que oui, peut-être que toute ma vie je travaillerai sur cette question-là et peut-être que toute ma vie j'aurai parfois des petites rechutes et c'est ok. Et donc il existe des thérapies qui vont venir réparer entre guillemets ces mémoires bébés, ces mémoires préverbales avant l'âge de la parole. Ce que je conseillerais, en plus de l'accompagnement avec un professionnel de santé et du moins un professionnel de l'attachement idéalement, mais ce que je conseillerais, donc voilà, en plus de l'accompagnement, c'est vraiment de se questionner sur soi, d'essayer de trouver des outils de régulation. Quand je sens que mon partenaire, voilà, si je suis dans une rencontre avec quelqu'un et que d'un coup, parce que c'est ça l'attachement anxieux, c'est que dès qu'il rencontre quelqu'un, c'est la panique, ça y est, c'est le lien le dérégule complètement. Il a besoin d'être assuré constamment, donc trouver des outils de régulation. Donc par exemple, avant d'être en lien, donc avant d'être en couple, je m'écris des petites lettres. Des petites lettres à la Mélissa qui, elle, sera en couple et qui sera complètement dérégulée. Et dans ces petites lettres, des petites lettres où je me rassure, où je valorise mon estime de moi, où je me rappelle de qui je suis, de toutes ces valeurs que j'ai, de toutes ces compétences que j'ai. Donc ça peut être des petits outils utiles quand j'ai un style d'attachement anxieux, même pourquoi pas évitant, même désorganisé. Donc trouver des outils de régulation. Et puis, ne pas hésiter à en parler au partenaire, même si je sais que ça peut faire peur. Mais voilà, rencontrer le partenaire et dire, voilà, moi, j'ai des petites problématiques d'attachement, j'ai une tendance anxieuse, donc à vouloir être rassurée constamment, à vouloir t'envoyer plein de messages. Donc, excuse-moi d'avance. Je te fais part de ça, non pas pour que t'aies peur, mais pour que tu saches un petit peu qui je suis. Je suis un peu comme un petit chat apeuré qui a tout le temps besoin d'être pris dans les bras. Et ça peut être aussi une manière de dire au partenaire, voilà, je travaille sur moi, mais si parfois j'ai ces comportements-là, sache que j'en ai conscience, que je le sais, et c'est pas parce que je veux briser ce lien, mais parce que j'ai cette problématique-là. Et d'ailleurs, il faut préciser que ce travail sur son style d'attachement peut se faire aussi en couple. Il n'est jamais trop tard pour le faire. Oui, alors tout à fait. Souvent, notamment dans la thérapie ICV, celle que je disais, cette fameuse thérapie de l'attachement, en début de thérapie, les patients sont en couple, par exemple. Moi, quand j'ai démarré ma thérapie, j'étais en couple dans une relation toxique. Et au bout d'1 an et demi de thérapie, j'ai quitté mon partenaire sans grande difficulté parce qu'en fait, je venais d'atteindre un état de guérison sur beaucoup, beaucoup de choses.
Et donc, je me rendais compte que c'était plus du tout viable. Donc, en effet, plus on se soigne, plus on raisonne avec des personnes qui vont être de plus en plus sécures. Et donc, si en début de thérapie, je suis arrivée avec un attachement anxieux ou un attachement évitant ou disorder, forcément, au fur et à mesure de ma réparation, de ma guérison, de ma compréhension de moi, de toutes ces choses qui vont bouger à l'intérieur de moi, je vais plus être attirée par les mêmes personnes. Je vais plus être OK avec le partenaire que j'ai, ou je vais plus être OK avec le mode de vie que j'ai. Alors oui, ça peut faire peur. Oui, ça peut être extrêmement effrayant. Mais au final, c'est pour une qualité de vie dans le futur qui n'a pas de prix. Hein, c'est pour une paix. Et c'est ça l'amour. L'amour, c'est la paix, c'est être en paix avec l'autre. Et donc oui, plus je guéris, plus finalement je vais être attirée par des personnes qui elles-mêmes sont stabilisées et je vais être attirée par des systèmes nerveux qui sont beaucoup plus régulés parce que moi-même je me régule. Et même sans aller vers une rupture, ça peut vraiment changer la dynamique à l'intérieur du couple. Mieux comprendre comment fonctionne l'un et l'autre, pourquoi on réagit comme ça face à un silence, un conflit ou un besoin d'espace, ça aide à s'adapter, à mieux se rassurer mutuellement, à éviter les malentendus ou les blessures involontaires. Et quelque part, ça permet de faire de la place à une relation plus consciente, plus transparente, où la communication devient vraiment un outil à deux. Parce qu'en vrai, quand on commence à mieux se connaître, à identifier nos zones de fragilité et à pouvoir en parler sans honte, ça change tout. C'est là qu'on construit du solide, du vrai. Pour conclure cet épisode, j'aimerais rappeler que nos styles d'attachement influencent beaucoup de choses. Nos choix de partenaires, nos réactions face à une certaine situation, nos schémas amoureux qu'on répète parfois sans comprendre pourquoi. C'est pour ça que c'est si important d'en prendre conscience, pour pouvoir apprendre à identifier et exprimer ses besoins émotionnels, mieux communiquer avec l'autre, et construire des relations plus saines, plus sereines, avec soi et avec l'autre. Au final, on en revient toujours à la même base, se connaître et apprendre à communiquer. Et si tu sens que tu as besoin d'un coup de main dans ce travail-là, il n'y a aucune honte à se faire accompagner. Des professionnels comme Mélissa sont là pour ça et justement, elle a un petit mot de la fin à te partager. Le mot de la fin, ce serait qu'aujourd'hui, on est dans une société où tout va très vite, où finalement, on est hyper connecté mais très seul, où l'amour s'envoie par message, où l'amour se like, où l'amour se partage par des vidéos, toutes ces choses-là. Mais finalement, est-ce que aujourd'hui on sait être en lien? Je sais pas. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait se regarder en face et vraiment se rendre compte de l'autre et de ce que l'autre me renvoie? Je sais pas. Donc toutes ces choses-là, pour moi, ce serait vraiment des choses à questionner d'un ordre philosophique ou développement personnel, je sais pas, mais vraiment apprendre à aimer consciemment. Pour moi, c'est vraiment un acte de révolution. Apprendre à être déjà présent, plus ancré, plus dans le présent, moins sur peut-être toujours ancré sur nos portables, toujours ancré sur les fils d'actualité, être peut-être plus dans le présent, et puis après aller à la rencontre de l'autre, mais vraiment consciemment. Et puis dire à toutes ces personnes qui ont des attachements insécures, on peut guérir. Moi, j'en suis la preuve vivante. Je suis encore en process. J'ai beaucoup processé, mais on peut en guérir. Il suffit juste de trouver des bons partenaires de vie, des bons thérapeutes, Quand je dis partenaires de vie, ça peut être des amis, ça peut être un amoureux. Croire en ses capacités, parce que notre cerveau, il est très puissant. Notre cerveau, il est ce qu'on appelle neuroplastique. Il a une capacité d'adaptation qui est impressionnante. Et donc cette capacité d'adaptation de notre cerveau, c'est ce qui fait au final qu'on peut se réparer et que la réparation, elle est là toute la vie. L'attachement, il est là de la naissance à la mort. Mais vraiment, le style d'attachement, il va évoluer de la naissance à la mort. Donc ça, c'est rassurant, c'est de se dire qu'on peut très bien être dans un style d'attachement désorganisé et puis devenir ce qu'on appelle sécure acquis. Donc continuer à travailler sur soi, se questionner. Aussi, pour moi, le mot le plus important, c'est de s'aimer. Parce que si je m'aime et que je me respecte et que je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux, et surtout que je n'oublie jamais que personne n'a traversé ce que j'ai traversé, personne ne peut savoir la souffrance que j'ai endurée, personne ne peut savoir par quoi je suis passée, ne serait-ce que déjà regarder ça, c'est se dire mais waouh, je suis une personne extraordinaire, je suis un petit être humain sur cette terre qui essaye de survivre
avec toutes les situations aversives que la vie m'a données, et ben juste ça, juste pour ça, je dois m'aimer, et juste pour ça, je dois ne pas vouloir d'un lien fictif ou d'un lien basé sur de l'irrespect ou basé sur une mauvaise estime de moi. Ou non, je suis une personne incroyable, je suis une personne formidable et je mérite l'amour et je mérite d'être aimée et en retour, je mérite d'aimer l'autre. Ça, je sais que ça peut être compliqué à entendre, surtout quand on a eu du trauma complexe, mais ce serait vraiment le mot le plus important, c'est s'aimer, 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 apprendre à s'aimer. C'est la première chose vers la guérison et la guérison aussi dans le lien à l'autre. Un immense merci à Mélissa pour sa douceur, son expertise et sa manière si simple de rendre tout ça accessible. Je te mets toutes ces infos dans la description si tu veux la suivre ou aller plus loin avec elle. J'espère que cet épisode t'a plu. Ça me fait vraiment du bien de revenir ici avec mon petit micro. Je sais que c'était un épisode assez dense avec beaucoup d'infos, mais c'est un sujet passionnant que je trouvais important à creuser à fond. Je reviens très vite avec un prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi. Amoureusement vôtre.